Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des patients. Bonjour, vous êtes sur La Voix d'Ambroise Paré, la radio interne de l'hôpital. Je suis Marie-Laurence et aujourd'hui, je vous convie à une visite gratuite des studios Cinecittà de Rome. Suivez le guide. On ignore souvent de nos jours que l'Italie a joué un rôle majeur dans l'histoire du cinéma mondial et ce, bien avant l'ouverture de Cinecittà. En voici rapidement quelques étapes. Fin 1895, Filotelo Alberini fait breveter son kinétographe, appareil d'enregistrement, de tirage et de projection d'images. Dès 1896, il produit des documentaires et va inaugurer début 1904 une des premières salles de cinéma du monde, le Moderno. Engagé par les frères Lumière, Alexandre Romeo immortalise les canaux de la Cité des Doges vus d'un bateau, créant ainsi le premier travelling du cinéma au monde. Le photographe Italo Pacchioni présente ses films à la foire commerciale de Milan en 1898. Le succès est immédiat et ouvre le 7e art au grand public. Et de la scène au cinéma, il n'y a qu'un pas, dit-on, que franchit largement le transformiste Leopoldo Fregoli. Célèbre dans toute l'Europe et ami des frères Lumière, il filme à partir de 1897 des scènes de ses spectacles en extérieur et organise des projections appelées les Fregoligraphes. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. L'industrie du cinéma italien se développe également par la création de compagnies privées. Par exemple, Ambrosio Film, à Turin, se spécialise dans les documentaires. Italia Film, toujours à Turin, produit plutôt des fictions tragicomiques. Et la Cines de Rome fait, elle, de la fresque historique son cheval de bataille. Créée en 1905 par Filotelo Alberini et Dante Santoni, la Cines connaît un succès tel qu'en moins de 5 ans, elle va ouvrir des filiales dans le monde entier, à commencer par New York, Hong Kong, Rio, etc. La même année, Alberini réalise pour la Cines La Prise de Rome. La Prise de Rome, c'est le premier film historique, mais surtout la première œuvre scénarisée au monde. Dès lors, les Italiens sont reconnus comme les spécialistes de la fiction historique et exportent largement leur production. Parmi tous les titres produits à cette époque, citons Les derniers jours de Pompéi d'Arturo Ambrosio en 1908, qui va faire l'objet d'un remake 5 ans plus tard, réalisé par Mario Camerini. Quo Vadis d'Enrico Guazzoni, tourné en 1912, va durablement influencer le cinéma américain, dont David Ward Griffith. Et le mythique Cabiria de Giovanni Pastrone en 1914, film presque entièrement disparu aujourd'hui, mais qui met en scène un personnage que l'on va retrouver plus tard, le personnage de Macchi. Ces productions de qualité, certes, mais très coûteuses, mènent à la création originale d'un système d'avance sur recette permettant d'avoir des budgets plus importants. Après la guerre de 1914-1918, qui a ruiné le pays, le cinéma italien n'a plus les moyens de ses ambitions artistiques. Les scénarios deviennent naïfs, emphatiques, et donc éloignent le public des salles obscures. Mussolini, qui est au pouvoir depuis 1922, s'intéresse peu au cinéma de fiction. Il n'aime pas les films de fiction. Il privilégie davantage la production de documentaires par le biais d'un organisme, l'organisme donc pour la culture populaire. Et cet organisme est chargé de promouvoir l'esprit fasciste dans le cinéma national. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. C'est l'avènement du parlant qui relance la machine du cinéma italien. Malgré la censure de l'État, certains réalisateurs, dont Goffredo Alessandrini, Alessandro Blasetti, Mario Camerini, Carmine Gallone et Augusto Genina, vont commencer à réaliser des œuvres de qualité, critiquant à mots couverts le régime.
Le cas Blasetti est intéressant. C'était d'abord un cinéaste d'avant-garde. Il a réalisé son premier film, Soleil, en 1928, et ce premier film mêlait la fiction et le documentaire. Alors, à l'époque, il soutenait les actions du régime, et notamment dans ce film, où l'on montre l'assèchement des marais pontins. Par la suite, il va un peu se démarquer de la ligne officielle. Par exemple, son Néron de 1930 trace un portrait satirique de Mussolini. La première édition de la Mostra de Venise a lieu en 1932 pour célébrer les 10 années de pouvoir de Mussolini, les 10 années aussi de la Marche de Rome. Le but de cette manifestation est de redorer le blason du cinéma italien face à une concurrence mondiale accrue. Lauréat en 1936 pour l'Escadron blanc, Augusto Genina va réaliser en 1939 un film qui déplaît fort à Mussolini et qui va lui causer des problèmes, Les Cadets de l'Alcazar. De Cines à Cinecittà, il n'y a que quelques pas que je vais vous retracer. Donc, un jeune producteur ambitieux, Stefano Pittaluga, va racheter en 1926 les studios Cines de Rome et il va les équiper pour produire des films parlants. Alors, il va très vite se spécialiser dans les comédies et les films musicaux qui sont adaptés souvent de spectacles allemands ou hongrois. En 1932, à la mort de Pittaluga, Cines est repris par l'écrivain Emilio Cecchi qui va vouloir absolument sortir des sentiers battus dans ses productions. Alors, on peut citer déjà 2 films, Les Hommes quel mufle de Mario Camerini en 1932, un film qui ressemble aux comédies à l'américaine de l'époque, et de ce film donc met en vedette l'acteur Vittorio De Sica, qui n'était pas encore réalisateur. Autre film marquant de cette période, 1860, la fresque historique qui a conduit à l'unité italienne qui a été réalisée par Alessandro Blasetti en 1932. Puis Cines fait faillite à la suite d'un incendie mystérieux et dévastateur et l'État va en prendre très rapidement le contrôle. Et nous voici à l'entrée des studios Cinecittà. Au sud-est de Rome, au 1055 Via Tuscolana, se trouvent les studios Cinecittà. Imaginés en 1930 par le Luigi Freddi, alors directeur du cinéma italien, cette cité du cinéma, Cinecittà, donc la cité du cinéma, devient le grand projet de Mussolini qui veut redorer le blason du cinéma italien tout en le transformant en outil de propagande. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Vous êtes sur La Voix d'Ambroise Paré, la radio interne de l'hôpital, et aujourd'hui, je vous convie à une visite gratuite des studios Cinecittà de Rome. Luigi Freddi crée en 1935 la société par action Cinecittà, avec un capital suffisant pour absorber les studios Cines. Et dès 1938, il va continuer à fédérer tous les services donc autour du cinéma. Il va être le directeur de Cines, de Cinecittà et de l'Office national des industries cinématographiques. Donc en 1938, il dirige tout le cinéma, toute l'industrie du cinéma, de la pellicule vierge jusqu'à la distribution. Et évidemment, il étend la mainmise de l'État en regroupant en un seul lieu toutes les activités de production afin de contrôler également les bonnes idées du personnel. S'inspirant des grands studios européens et mondiaux, notamment ceux de la UFA à Berlin, les films Corda à Londres ou les studios de Billancourt en France, l'architecte Gino Peressuti, qui a été choisi donc, va bâtir le plus grand site européen, un site rigoureux et fonctionnel. Puisque les bureaux de direction sont regroupés à l'entrée du site, la zone de production va comprendre 73 bâtiments, dont 16 puis 21
plateau de tournage, les ateliers pour les décors, pour les costumes et tout ce qui concerne la post-production. Mussolini pose en janvier 1936 la première pierre de sa cité du cinéma. Celle-ci est inaugurée en grande pompe fin avril 1937 au terme d'un chantier marathon, je vais y arriver, de 16 mois. Ces studios ultramodernes vont occuper 60 hectares de terrain comprenant tout ce qui est nécessaire au tournage, les plateaux, les services techniques performants, des loges confortables pour les artistes et une école de cinéma. Accessible par route et par transport, avec le fameux tramway des étoiles, le site offre par sa proximité avec la mer et la montagne d'intéressantes perspectives de tournage en extérieur. Le premier film qui sort de Cinecittà s'intitule Scipion l'Africain. Il est réalisé par Carmine Gallone en 1937. C'est une œuvre de propagande qui marque les débuts discrets d'un figurant de 16 ans, un certain Alberto Sordi. Cinecittà va s'ouvrir également très rapidement aux coproductions internationales par le biais de financements, notamment de capitaux américains. Les producteurs américains investissent rapidement les studios où l'on peut tourner plusieurs films en même temps, d'où une grande économie. L'argent va se mettre à couler à flot à Cinecittà, opportunément surnommé Cinecittà Hollywood sur Tibre, Mais l'image peu valorisante que les Américains transmettent de l'Italie sur les écrans choque profondément le pouvoir fasciste qui rejette ces caricatures outrancières. Les autorités décident alors de projeter ces films étrangers qui ne respectent pas les consignes. Eh bien, ils les projettent sans le son. Ils coupent le son. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Entre 1937, date de l'ouverture des studios, et 1941, le cinéma italien connaît une période faste, notamment avec un genre spécifique qui s'appelle les téléphones blancs. Les téléphones blancs, c'est le téléphone blanc, c'est un objet qui, en Italie, symbolise le luxe. Et donc, les films dits des téléphones blancs sont des comédies légères et mondaines qui remportent un vif succès auprès du public parce qu'elles décrivent à mots couverts la pesanteur du régime, mais suffisamment subtilement pour ne pas heurter l'Église moralisante ou les censeurs. Représentant cette vague, l'acteur Vittorio De Sica est alors la vedette du moment. Il est considéré comme le Cary Grant italien, et ce, bien avant de passer derrière la caméra. En 1939, la loi Alfieri débloque des fonds pour la production nationale. Les recettes donc vont augmenter, sont multipliées par 3. Les ventes de billets progressent de 30%, et ce jusqu'en 1942, année de tous les records en Italie. À cette époque, on considère que 2/3 des films italiens sortent de Cinecittà. Célébré dans les magazines spécialisés, diffusant largement les indiscrétions de tournage, le Star System se met peu à peu au service de la propagande. En 1938, Vittorio Mussolini, un des fils donc du Duce, devient le patron de Cinecittà. Ne voulant pas être trop dirigiste, ce cinéphile averti autorise beaucoup de choses, notamment le visionnage des films interdits ou censurés aux étudiants qui sont à l'école de cinéma. Cette école de cinéma donc rattachée à Cinecittà. Bon nombre d'entre eux vont constituer une véritable pépinière d'opposants de toute tendance au sein de cette école, donc, qui s'appelle à l'époque le Centre expérimental de la cinématographie. Deux esthétiques vont s'opposer, la calligraphie, que l'on nomme parfois aussi le formalisme. Alors, ce courant adapte des œuvres littéraires du XIXe siècle et est représenté par exemple, Alberto Lattuada, Mario Soldati ou Renato Castellani. L'autre tendance, qui est peut-être plus connue du grand public, c'est le néoréalisme.
Le néoréalisme souhaite réhabiliter le courant réaliste du cinéma des années 1910. Alors, parmi les représentants de ce courant, il y a donc les auteurs et scénaristes Vittorio De Sica, Cesare Zavattini, Roberto Rossellini ou Luigi Zampa. Ces nouveaux cinéastes, issus de ces courants, vont exprimer assez rapidement leur opposition au régime mussolinien dans des films, parmi lesquels donc Les fiancés de Mario Camerini, L'homme à la croix de Roberto Rossellini, Quatre pas sous les nuages d'Alessandro Blasetti, Malombra de Mario Soldati ou Les amants diaboliques, plus connu sous le titre Ossessione de Luchino Visconti. Luchino Visconti, c'est d'abord un artiste, un décorateur. Il a été assistant de Jean Renoir sur le tournage des bas-fonds et d'une partie de campagne. Et Jean Renoir va lui confier, puisqu'il ne l'a pas payé, il l'a payé en scénario, si je puis dire, va lui confier ce scénario qu'il a dans les mains. Il a fait une adaptation du Facteur sonne toujours deux fois de James Cain. Mais il n'a pas envie, il n'a pas les moyens de tourner ce film. Donc, il va donner ce scénario à Luchino Visconti, qui va complètement réécrire l'histoire et qu'il va réaliser en 1943 sous le titre des Amants diaboliques ou Ossessione. Ce film est considéré comme le premier opus néo-réaliste. Il est aussitôt interdit par l'Église parce qu'il aborde un tabou absolu, celui de l'adultère. Deux autres films vont être traités de la même façon puisqu'ils abordent le même sujet. Il s'agit de Quatre pas dans les nuages d'Alessandro Blasetti et Les enfants nous regardent de Vittorio De Sica sur un scénario de Cesare Zavattini. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur La Voix d'Ambroise Paré, le canal 60 de votre téléviseur qui vous accompagne le temps de votre hospitalisation. Vous êtes donc en ma compagnie, je m'appelle Marie-Laurence et je vous convie à une visite des studios de cinéma Cinecittà à Rome. Suivez le guide. En septembre 1943, à la chute de Mussolini, le matériel des studios est pillé par les Allemands et par les fascistes qui ouvrent à Venise les studios Cinevillaggio. En 18 mois de fonctionnement, 16 films sans grand intérêt y sont tournés. En avril 1945, Rome est libérée. Détruit par les bombardements, Cinecittà, sous contrôle américain, va servir de refuge aux nombreux sans-abri. Les réalisateurs vont y trouver nombre de figurants payés souvent en nourriture, en sacs de sucre, en sacs de farine, etc. Sans argent et sans lieu, le néoréalisme investit la rue pour témoigner de cette période difficile. C'est Rome ville ouverte de Roberto Rossellini en 1945, avec la grande actrice Anna Magnani et nombre d'acteurs non professionnels. En 1946, les artistes vont manifester pour exiger la réouverture des studios et la récupération du matériel cinématographique volé. Dès sa réouverture en 1947, de toute l'Italie affluent vers Cinecittà de potentiels figurants, ce que montre parfaitement donc Luchino Visconti dans son film Bellissima de 1951. Et parmi tous ces figurants qui affluent, donc, eh bien, il y a un certain Carlo Pedersoli, plus connu aujourd'hui sous le nom de Bud Spencer, ou la famille Ciccolone, dont la fille raconte ses souvenirs. J'avais 15 ans et demi et je regardais le monde avec tellement d'appétit. La vie était à moi, même si j'avais peu de choses à faire à Cinecittà. On me donnait un petit boulot de figurante et avec ma mère, c'était la joie. Les jours, les semaines passaient à un rythme effréné qui satisfaisait mes premières ambitions. J'étais Sofia Ciccolone, mais déjà Sophia Loren était née en moi avant d'exister pour les professionnels du cinéma et pour le public. À cette période, moins de 10% des films italiens sortent de Cinecittà, 15% ensuite, avec un pic à 30% pour l'année 1951.
De nouveaux talents émergent. Parmi eux, il y a un certain Sergio Leone qui, après avoir figuré dans Le voleur de bicyclette de Vittorio De Sica en 1948, fait ses débuts d'assistant auprès de réalisateurs italiens avant de travailler pour les productions américaines, et ce, sans parler un mot d'anglais. C'est quand même extraordinaire. En 1949, Alessandro Blasetti va réaliser un remake du Fabiola d'Enrico Guazzoni, qui était sorti en 1918. Il va donc prendre pour ce film le couple culte de l'époque, à savoir Michel Morgan et Henri Vidal, et il va obtenir un budget qui va dépasser les 400 millions de lire, ce qui est exceptionnel à l'époque. Ce coup d'essai va être très rentable et il va contribuer à augmenter les financements européens, dont ceux de la France. Parmi les films français qui vont être tournés à Cinecittà, et citons La Beauté du diable de René Clair en 1950, opposant Gérard Philippe à Michel Simon, Fanfan la tulipe de Christian Jacques en 1952 avec Gérard Philippe et Gina Lollobrigida, Le Carrosse d'or de Jean Renoir en 1952 avec Anna Magnani, et toute la saga des Don Camillo, les 5 films de Don Camillo, donc les 2 premiers étant réalisés par le français Julien Duvivier, ensuite Carmine Gallone pour les 2 suivants, et le dernier par Luigi Comencini, donc 12 ans d'histoire de Don Camillo. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Récupérant leurs avoirs gelés d'avant-guerre, les Américains financent des fresques historiques, principalement des péplums et des adaptations littéraires. Cette manne financière aide à la reconstruction et au rééquipement des espaces techniques des studios Cinecittà. C'est le 2e âge d'or d'Hollywood sur Tibre. Les artisans locaux sont très performants pour un prix moindre par rapport aux États-Unis. Du mélodrame à la comédie, une 40aine de films portent ainsi l'étiquette italo-américaine, parmi lesquels, citons, Capitaine de Castille d'Henry King en 1948 avec Tyrone Power, Cowardice de Mervyn Leroy en 1949, qui va recruter Sergio Leone comme assistant, et un certain nombre de figurants réfugiés, parmi lesquels Sophia Loren et Bud Spencer. Guerre et paix de King Vidor en 1956, Hélène de Troie de Robert Wise la même année, et c'est ce film qui va susciter la renaissance des péplums italiens. Ben-Hur, évidemment, de William Wyler en 1959 et le fameux Cléopâtre de Joseph Mankiewicz en 1963 avec le couple Elizabeth Taylor et Richard Burton. Les cinéastes italiens reviennent peu à peu à Cinecittà. On a cité Bellissima, donc de Luchino Visconti, et Bellissima se déroule dans les coulisses des studios, les studios servant de décor au film. Umberto D de Vittorio De Sica, 1951. Le chemin de l'espérance de Dino Risi en 1953, qui va utiliser également les studios comme décor de film. Les Vitelloni de Federico Fellini en 1953. Et il y en a d'autres, mais citons déjà ceux-là. Grâce à Vacances romaines de William Wyler, qui obtient 3 Oscars en 1954, celui du meilleur scénario, celui des meilleurs costumes et celui, évidemment, de la meilleure actrice pour la jeune Audrey Hepburn. Grâce à Vacances romaines, donc, Rome redevient la ville éternelle, celle de la Dolce Vita, immortalisée 6 ans plus tard par Federico Fellini et Marcello Mastroianni. Au début des années 1960, les studios commencent à perdre de l'argent, malgré la rentabilité des péplums italiens, produits à moindre frais. Donc on peut citer Les travaux d'Hercule de Pietro Franchisi en 1958, qui va révéler en tant qu'acteur Steve Reeves, qui est une star du culturisme, et surtout Monsieur Univers 1950. Le personnage de Steve Reeves va donc concurrencer directement Maciste, le personnage du Cabiria de Pastrone, qui va vivre diverses aventures donc entre 1961
et 1965. Cinecittà traverse aussi des périodes de crise. Le développement de la télévision, la triste période des années de plomb, et aussi de renaissance, et ce, notamment grâce au western à l'italienne. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. À partir de 1964, le western à l'italienne relance Cinecittà. Avec des rythmes de production intenses, une réalisation dans un même décor, tout ça fait que les coûts et les délais de production sont très intéressants sur le plan financier. Sur les 60 westerns à l'italienne recensés, 17 ont été tournés à Cinecittà. Donc le réalisateur, déjà, c'est Sergio Leone. Alors, Sergio Leone, il a été assistant. Il aurait, dit-on, réalisé la course de chars du Ben-Hur de William Wyler. Il a dirigé également les scènes d'action du Sodome et Gomorrhe de Robert Aldrich, tout en réalisant à ce moment-là son premier film, qui est un péplum, Le Colosse de Rhodes. Il ose ensuite s'attaquer au western avec Pour une poignée de dollars en 1964, réalisé à Cinecittà et pour les extérieurs à Almeria en Espagne. Succès immédiat et mondial du cinéma du western à l'italienne et découverte d'un acteur quasi inconnu à l'époque, Clint Eastwood. En 1972 commence le règne des parodies avec la série des Trinitas qui va consacrer un duo, celui de Terence Hill, Bud Spencer. Cinecittà reste un lieu privilégié également pour les cinéastes exigeants, notamment Luchino Visconti, qui va y tourner Nuit blanche en 1957. Alors à noter, ce film a été entièrement tourné en studio, en l'occurrence le studio numéro 5. Les intérieurs de La mort à Venise en 1971, ou ceux de Ludwig ou Le crépuscule des dieux en 1972. Sergio Leone y est venu aussi pour Il était une fois dans l'Ouest en 1969, Il était une fois la Révolution en 1971. Bernardo Bertolucci y a tourné 1900, Pier Paolo Pasolini, Salo ou Les 120 jours de Sodome en 1976, Federico Fellini, donc lui, il a carrément emménagé au studio Cinecittà et notamment au plateau numéro 5, et il va y réaliser dans les années 60 la Dolce Vita, et pour la Dolce Vita, il va faire reconstituer la Via Veneto par son décorateur Piero Gerardi, et il va complètement reconstruire un certain nombre d'endroits, notamment la Via Veneto, pour maîtriser la lumière. Il va y tourner également Satyricon en 1969, Fellini Roma en 72, ou le Casanova donc en 1976. Lorsque Fellini tourne Intervista en 1987, c'est pour rendre un vibrant hommage au studio romain, alors en plein marasme financier. Dans les années 1970, Cinecittà s'ouvre à la production télévisuelle et au tournage lucratif de spots publicitaires. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur La Voix d'Ambroise Paré, le canal 60 de votre téléviseur qui vous accompagne le temps de votre hospitalisation. Et je vous convie à une visite des studios de cinéma Cinecittà à Rome. En 1982, 12 hectares sont vendus aux promoteurs. C'est ce que décrit Fellini dans son film Intervista. Les studios vont, grâce à cette vente, éponger temporairement leurs dettes et accueillir de nouvelles coproductions internationales, avec par exemple Le nom de la rose de Jean-Jacques Hano en 1986, Le dernier empereur de Bernardo Bertolucci en 1987 ou Les aventures du baron de Munchausen en 1988, donc tourné par Terry Gilliam. Dans les années 1990, ce sont les cinéastes italo-américains qui vont affluer. Donc avec Francis Ford Coppola qui va y venir y tourner son Parrain numéro 3 en 1990, Anthony Minghella qui va tourner donc en 1996 Le Patient anglais, et Martin Scorsese en 2002 avec Gangs of New York. À propos de ce film, Leonardo DiCaprio, la vedette du film, déclare
Ce fut une expérience très stimulante, avec des plateaux de tournage grandioses. Les décors étaient tellement impressionnants qu'on se croyait vraiment à New York au XIXe siècle. Privatisé en 1997, Cinecittà Studios s'adapte au numérique afin de produire des fictions rentables pour la télévision, qu'elles soient italiennes ou européennes. À titre d'exemple, la 6e saison de Kaamelott y a été tournée. Série américano-italo-britannique, Rome est réalisée à Cinecittà entre 2004 et 2007. C'est une des plus chères reconstitutions de la Rome antique. Malheureusement, une partie des décors, 4000 m², va disparaître dans un incendie à l'été 2007. En 2009 est créé le pôle post-production numérique Cinecittà Digital Factory. Cinecittà Holding va fusionner avec la plus ancienne institution publique de cinéma en Italie, l'Istituto Luce. Cet établissement a été fondé en 1924 et il a produit et diffusé des documentaires et des actualités pour les salles de cinéma. Paradoxalement, le développement des plateformes ne va pas couler les activités du studio. Bien au contraire, le nombre de tournages sur site va monter en flèche, les plateformes étant très demandeuses. Les visites touristiques, des décors notamment, apportent aussi une manne financière non négligeable à Cinecittà, qui va même ouvrir en 2014 le parc à thème Cinecittà World. L'État rachète en 2017 la branche privée de la société qui devient Cinecittà Studios, comprenant les studios historiques bien sûr, mais aussi toutes les activités de production. Bien qu'occupant une surface réduite par rapport aux 60 hectares de ses origines, Cinecittà est encore aujourd'hui en activité car elle a su diversifier ses services. Bien sûr, le tramway aux étoiles, le tramway qui amenait tous les figurants jusqu'au studio, ces figurants qui croyaient devenir de grandes vedettes rapidement, eh bien ce tramway aux étoiles, ce mythique tramway aux étoiles est désormais remisé au musée. Il a été remplacé par le métro, station Cinecittà, bien sûr. Les immeubles de banlieue grignotent peu à peu du terrain sur cette mythique usine à rêve. Concluons notre visite par ces mots de l'actrice Monica Vitti. Dès que je suis arrivée à Cinecittà, j'en ai été fascinée. C'était une cité magique où l'on pouvait entrer avec un scénario et sortir avec la bobine du film terminé. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté cette émission et d'avoir suivi cette visite. J'espère vous avoir distrait pendant 1 heure et je vous souhaite un très bon rétablissement et un rapide retour à la maison. Merci de votre attention. La Voix d'Ambroise Paré est aussi sur Internet. Suivez l'actualité de La Voix d'Ambroise Paré sur notre site et sur notre page Facebook.